Durant 5 jours, les chefs d'établissement supérieurs et universitaires vont réfléchir sur les facteurs de développement pour lutter contre les antivaleurs. La cérémonie de l'Expo Esures 2013 s'est ouverte ce mardi 25 juin par le ministre Bonaventure Chello. Les sommets sur la sécurité dans le golfe de Guinée s'est clôturé ce mardi 25 juin au palais du Parlement de Yaoundé au Cameroun. Quelques recommandations ont été formulées par les participants. Encore et toujours, un accident de circulation vient de se produire sur la route poids lourd. Pas de pertes en vie humaine, mais quelques dégâts ont été enregistrés. Antenne A, le journal John Ngumboa. Madame, monsieur, bonsoir. Ouvert lundi, le sommet sur la sécurité dans le golfe du Guinée s'est clôturé ce mardi au Cameroun, exactement à Yaoundé. Les participants, chefs d'État et des gouvernements, ont préconisé une réponse centrée à la fois sur la sécurité, la gouvernance et les développements de cette partie du continent africain. C'est un commentaire de Patricia Amouli. Durant 2 jours, du 24 au 25 juin, les chefs d'État et des gouvernements des pays membres de la région du Golfe de Guinée ont traité la question de l'insécurité et la piraterie dans le mer côtière pour ressortir une stratégie commune pouvant éradiquer ces fléaux dans le continent africain. Plusieurs discours ont ponctué cette cérémonie de clôture. Il s'agit entre autres celui de la CEACE et du président hôte, le Camerounais Paul Biya. Il a renchéri que la piraterie maritime est pour les États africains une menace sérieuse à la paix et à la stabilité. Elle est un frein au développement et au bien-être des populations. La déclaration de Yaoundé recommande, entre autres: demandons au secrétaire général des Nations Unies et à la présidente de la Commission de l'Union africaine d'appuyer les efforts visant à mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la présente déclaration. Le golfe de Guinée inclut le pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Vous le savez, la République démocratique du Congo a été représentée à ces sommets par le ministre des Affaires étrangères Ramon Tshibanda Tunga Mulungu. La 4e édition de la conférence des chefs d'établissement et l'exposition des œuvres d'esprit s'est ouverte ce mardi à Kinshasa. Elle vise, en plus de la présentation des œuvres de l'esprit, mais elle vise aussi le lancement d'une réflexion de fond sur les secteurs de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique en République démocratique du Congo. C'est un reportage signé Sylvain Kapombo Bosengele. Plusieurs dirigeants des établissements supérieurs et universitaires de la République démocratique du Congo ont rehaussé de leur présence cette manifestation, question d'échanger les idées et partager leurs expériences à travers les expositions des œuvres de l'esprit. Cette 4e édition de l'exposition Esures est organisée sous le thème Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, facteurs de développement de la société congolaise. Le ministre Chello, représentant du Premier ministre Matata Ponyo, a souligné que cette activité se diffère des autres. Chaque édition a ses particularités. C'est le cas de cette 4e édition qui se caractérise par, d'abord, la communication que devait faire le Premier ministre, malheureusement, il était empêché. La thématique abordée du rôle de l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique dans le développement de la Congolaise. L'accent est mis sur le volet partenariat national-international dans l'organisation interne des activités, l'importance accordée aux activités culturelles, la poursuite de la campagne de sensibilisation de la communauté universitaire et scientifique sur la lutte contre les antivaleurs par l'organisation d'un concours de dissertation destiné aux autres. Après la coupure du ruban symbolique par le numéro 1 de l'Esures, il s'en est suivi la visite des stands érigés sur place. Motif de satisfaction pour certains chefs d'établissement. L'Expo 2013 n'est qu'une satisfaction pour nous. Une satisfaction parce qu'on nous permet encore davantage de faire voir nos œuvres d'esprit. Et voilà, même si vous regardez notre stand, c'est de nouvelles créations en fait. Et nous saluons vraiment cette initiative et nous voulons que ça puisse continuer parce que souvent les gens connaissent mal les arts. Mais à travers ce genre
de rencontres, on nous découvre et on voit qu'on ne se limite pas seulement à la réalisation de vêtements, mais nous faisons au-delà de ça. Plusieurs activités, notamment des conférences, débats, seront animées durant 5 jours autour du thème par les différents orateurs. De l'éducation des plus grands, voyons celle des plus petits, principalement l'alphabétisation. Nous sommes là à Kalemi, dans le Nord Katanga, où une session de 9 mois d'alphabétisation fonctionnelle a été lancée. Elle permet aussi de créer des activités génériques, des revenus au centre école primaire Kabinda Ngoyi. Et grâce au programme alimentaire mondial, les taux de fréquentation augmentent car cette agence humanitaire des Nations Unies offre des vivres pour formation. C'est un reportage de Mami Tambo. Ils sont 300 adultes déplacés, autochtones et pygmées du village Lokwangulo à 12 km au nord de Kalemi à suivre cette année les cours d'alphabétisation par rotation durant 9 mois. Cependant, pour augmenter la fréquentation dans ces centres, le PAM avec son partenaire l'IPEDEM distribue chaque mois aux apprenants à quelques mètres de leur lieu d'apprentissage de repas secs, c'est-à-dire non préparés pour eux et leurs familles. Ces vivres sont composés de farine de maïs, petits pois, huile végétale et sel. L'assistance du PAM à travers de vivres pour formation vise à renforcer les capacités en 2013 de 214 femmes et 86 hommes à acquérir un savoir-faire dans divers domaines, notamment la couture, la fabrication de savons pour leur permettre de se prendre en charge à la fin de l'aide apportée par le programme alimentaire mondial. Cette relation nous donne, que le PAM nous aide à nous fortifier pour suivre la formation d'alphabétisation que nous suivons ici avec l'aide de PAM. Pour l'année 2013, 1000 bénéficiaires sont attendus par cette aide dans les villages Lokwangulo, Miketo, Mouchabo et Sangomolubi. Restons toujours à Kalemi, dans le Katanga, où les programmes alimentaires mondiaux Kalemi a distribué dernièrement des vivres aux déplacés internes du site spontané des Moulanguerai, situé à 28 km à l'ouest de Kalemi. Une ration alimentaire des mois qui va donc se terminer ce 30 juin et qui vient pour appuyer les régimes nutritifs assez faibles de ces populations. C'est une fois de plus un reportage de Mami Tambo. Le soleil qui luit à l'ouest de Kalemi est porteur d'un bon message. Pour preuve. Ce sont les déplacés internes du site spontané de Moulanguerai qui ont accueilli le 14 juin 2013 les agences humanitaires des Nations Unies venues leur déposer de rations alimentaires signées dans du PAM. Son partenaire Cordepes a distribué des sacs de farine de maïs, des légumineuses, de l'huile, du sel et des soya après que les bénéficiaires aient présenté leur carte d'identification. Cette aide est la deuxième et dernière distribution parce qu'ils ont reçu la première il y a 5 mois, composée de biens alimentaires et non alimentaires inscrits dans le mécanisme RMP co-géré par l'UNICEF et OCHA. Par ailleurs, selon le constat fait par le HCR qui a installé ces abris d'urgence fin 2012, les déplacés éprouvent d'énormes difficultés. Il n'y a pas d'autre assistance en vivre qu'on les donne. Naturellement, on sollicite que la FAO les soutienne avec tous les partenaires qui donnent les matériels aratoires pour les permettre de cultiver eux-mêmes. Un déplacé père de 5 enfants raconte aussi son calvaire. Je viens de Monga. À cause de la guerre, j'étais obligé de quitter Monga pour venir ici. Et au début, on avait vraiment beaucoup de difficultés pour s'installer. Il fallait faire des travaux champêtres. Les affrontements armés sont à la base de tout mouvement de déplacement de population et pris de paix dans cette partie du Katanga. Du Katanga, rendons-nous dans le Kasaï, au Kasaï occidental exactement. Le gouverneur de la province est revenu aujourd'hui d'une mission de la bipartite qui s'est tenue à Mbujimaï, chef-lieu du Kasaï oriental. Plusieurs résolutions ont été prises à la suite de cette bipartite sur le plan sécuritaire et socio-économique. Sur le plan sécuritaire, les deux parties ont convenu de vulgariser
les limites légales à l'intention des populations des villages limitrophes, conformément aux textes légaux. Dans le domaine du développement, les deux parties, c'est-à-dire les Kasaï occidentales et les Kasaï orientales, s'engagent à faire le suivi de l'exécution du projet de construction du barrage de Katende. Elles ont également pris la résolution de réaliser des projets agricoles communautaires susceptibles de combattre la pauvreté et de renforcer la cohabitation pacifique entre les populations antagonistes. Santé, comment utilise-t-on la pilule contraceptive? Quelles sont les indications qui vont avec cette pilule de plus en plus prisée par les femmes dans nos sociétés? Pour en savoir plus, suivez ce reportage de Chris Mouzir et Nana Kalambay. Éviter les grossesses rapprochées ou espacer les naissances reste une équation sérieuse pour de nombreuses femmes. L'un des moyens pour y arriver, c'est recourir à la pilule contraceptive, mais chaque femme a son organisme. Si certaines acceptent cette pratique sans restriction, d'autres par contre, elles entraînent des effets secondaires non supportables par les utilisatrices. Je connais une copine, là, quand il y a notre copine qui vient de décéder, là, elle avait utilisé le pilule et ça a provoqué le cancer. Ça a beaucoup de conséquences dedans. Le docteur Nawej explicite le pourquoi de ces conséquences chez certaines patientes. Normalement, l'achat d'un contraceptif doit se faire sous ordonnance. Mais si ça n'a pas été fait sous ordonnance, c'est-à-dire que la personne prend de façon abusive, c'est vraiment très risquant. C'est le médecin seul qui connaît les avantages des pilules et les désavantages, le risque. Donc, il serait mieux toujours de consulter un médecin. Les pilules adaptées existent, peuvent produire les résultats escomptés, mais il faut obligatoirement en prendre sur prescription médicale. Oui, il y a les pilules de 3e génération et c'est les 4e génération, dont la prise non recommandée par un médecin peut causer beaucoup de dégâts. En France, par exemple, il y a eu même des pilules qui étaient recommandées par des médecins, mais qui ont laissé les dames qui ont eu à prendre celle-là dans un état désagréable. Coma, mot à 4 lettres qui renvoie à un autre mot à 4 lettres, mort. Plus d'une personne et même les patients sont souvent en émoi lorsqu'on parle des comas. C'est la page santé de ce 24 juin que nous propose Patricia Basso. Le coma, un mot grec qui veut dire sommeil profond, est une abolition de la conscience et de la vigilance non réversible par les stimulations. Il témoigne d'un dysfonctionnement cérébral sévère d'origine traumatique, toxique ou médicale. Le coma constitue une urgence diagnostique et thérapeutique qui se distingue de la syncope, qui est une perte de conscience brutale et brève d'origine cardiovasculaire. Il existe 4 formes de coma, à savoir le coma en stade 1 qu'on appelle l'obnubilation. À ce niveau, le patient est capable de répondre à des stimuli douloureux tels que le pincement en repoussant la main du médecin. Le coma en stade 2, il s'agit de la disparition de la capacité de veille du sujet. La réaction aux stimuli douloureux peut encore être présente, mais la communication avec les malades est impossible. Le coma en stade 3, c'est le coma profond, car à ce stade, le malade ne présente aucune réaction aux stimuli douloureux. Des troubles végétatifs peuvent apparaître à ce stade. Et enfin, le coma dépassé ou en stade 4, qui n'est pas un coma, mais un état de mort cérébrale, dans lequel les autres fonctions vitales telles que la respiration et la circulation du sang ne sont maintenues que par de moyens artificiels. Le coma ne se conçoit qu'en milieu spécialisé, est d'abord fonction de la cause du coma. Quoi qu'il en soit, deux mesures sont systématiques. On pose une voie d'abord pour la rééquilibration de minéraux du sang. Le malade sera sous monitoring de surveillance et soigné par les infirmiers de nursing. Une fois la cause trouvée, le traitement adapté peut être effectué. Si nous devons parler de certaines célébrités dans le coma, nous citerons Ariel Sharon, qui est au 4e stade du coma, et Nelson Mandela, dont le stade reste à préciser. Notons que les personnes en état comateux peuvent se réveiller d'un jour à un autre, mais le temps est encore discutable.
Ils ne sont pas dans le coma, eux, ce sont toutes ces personnes qui ont failli périr à la suite d'un accident survenu ce matin sur l'avenue du poids lourd. Nous sommes là dans la commune de Limete au niveau de la société BAT. Finalement, plus de peur que de mal. Reportage Stéphanie Moulanga Isaï, Duzen Belebele, Africa Mojinga. Il était 5 heures du matin quand cet accident a troublé la quiétude des habitants qui restent le long de la chaussée poids lourd dans la commune de Limete. En effet, un véhicule de marque MAN stationné depuis 2 jours devant la société BAT était en panne lorsqu'une remorque en provenance de la province du Bas-Congo l'a heurté roulant à vive allure. Comme les démontrent ces images, cet incident a causé plusieurs dégâts, notamment la destruction des matériels. Stationnement à Téléma qui vraiment en dehors de la route. La faute incombe au chauffeur du camion remorque qui provenait du pont Matete. Il a d'abord cogné une moto pour finir sa course en percutant un autre camion-man en panne de pneus qui était stationné devant la Mi-Congo. Selon les témoins trouvés sur le lieu, il n'y a pas eu mort d'homme, mais plusieurs blessés. Et des bidons d'huile crevée, comme vous pouvez le constater sur la chaussée. L'amélioration de la chaussée à Kinshasa serait, apprenons-nous, à la base des excès de vitesse. Moralité, faut-il garder les routes en mauvais état pour se rassurer qu'il n'y aura pas d'accident? Point d'interrogation. En tout cas, la route Itimbiri, nous sommes là dans la commune de Lemba, l'avenue Itimbiri, je disais, est dans un état très déplorable et jusque-là, aucun travaux n'est entrepris sur cette route pour la remettre en état, alors que non loin de là, la route bypass est en train d'être arrangée. Reportage de Christelle Kaka et Duzen Belebele. C'est une autre image qui présente la route Itimbiri dans son tronçon compris entre le rond-point Terminus et l'échangeur. Cette avenue se trouve dans un état de délabrement total causé par le manque de caniveaux. Les habitants du quartier déplorent cette situation du fait que, dans les temps, l'arrêt qui porte le nom de l'avenue était plutôt fréquenté. La saison sèche est la meilleure période pour effectuer les travaux. Elle devrait de surcroît être capitalisée pour les autorités compétentes. À propos des caniveaux, eh bien, celles du quartier Kwenge 1 dans la commune de Matete sont transformées tout simplement en décharges publiques par les habitants de ce quartier qui jettent des immondices. Il ne faudrait pas s'étonner alors que les routes soient abîmées parce que elles seront utilisées comme voie d'évacuation des eaux. Constat fait par Fallon Faye et Duzen Belebele. Les caniveaux ont été construits pour l'évacuation des eaux des pluies, mais curieusement, dans de nombreux quartiers de Kinshasa, précisément à Matete, dans le quartier Kwenge 1, les constats faits est amer. La population y jette toutes sortes d'ordures, situation déplorée par les résidents de ce coin. Ces immondices attirent des moustiques qui causent parfois des maladies. Une campagne de civisme s'avère très nécessaire pour expliquer aux Matétois la vraie signification d'un caniveau. À côté de caniveaux remplis et d'immondices, il y a aussi les problèmes d'électricité ou plus précisément des câbles électriques dénudés qui serpentent sur les sols à portée des pieds, en fait. Des passants. Au hit parade de ces dangers, il faut signaler au croisement des avenues Maïndombe et Ngaliema. Nous sommes là dans la commune de Kintambo. C'est un reportage de Gloria Chibola, Sylvie Fortuné Mboula et Duzen Belebele. Nous sommes au quartier Kilimani, dans la commune de Kitambo, où la population qui vit ici est exposée à un danger permanent. Cela est dû à l'exposition de câbles électriques dénudés et abandonnés pendant plusieurs mois par la société ayant en charge de l'électricité au Congo, la SNEL. Selon les habitants du quartier Kilimani, la SNEL a été saisie depuis un bon bout de temps. Il est demandé aux responsables de cette entreprise de venir en aide à la population, car elle court un vrai danger, comme le dit un habitant du quartier. Cette câble-là a été volé plusieurs fois, bien que nous avons acheté avec nos propres frais, mais ce câble n'a jamais été revenu. Bon, cependant, nous avons une cabine
une nouvelle cabine qui est placée sur notre avenue, mais nous ne sommes pas branchés sur cette cabine. Donc nous sommes obligés de chercher à raccorder avec les voisins qui ont l'électricité. Nous prenons des fils qui sont dangereuses parce qu'avec ces fils que nous raccordons là-bas, ça peut péter et puis ça peut brûler la